Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Vous voyez quand M. Macron fait sa loi, les gens autour de lui et toute la France écoutent et obéissent. Les gens qui veulent rentrer ici dans le quartier, ils font pareil, ils obéissent. Ces propos de guetteur, recueillis par un journaliste de Quotidien fin août, ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux, poussant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à jurer qu'il n'y a aucune zone de non-droit sur le territoire de la République, à Marseille comme ailleurs. C'est que le reportage montrait clairement les barrages filtrants installés par les trafiquants de drogue pour contrôler qui pénètre dans la cité marseillaise des Flamands. Des checkpoints toujours bien présents 8 mois plus tard. Aux Flamands donc, mais aussi à la Paternelle, à la Castellane, aux Oliviers A ou encore aux Lauriers, étape ultime d'une mainmise du réseau qui empoisonne la vie de ceux qui y résident et leur laisse un goût amer d'impunité. Les habitants des cités marseillaises, otages des dealers, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Rémi Simon-Pietri, vous êtes journaliste à la Provence à Marseille, auteur d'un dossier sur ces checkpoints paru dans la Provence ce lundi 9 mai. De quoi parle-t-on précisément ? Eh bien, on parle de barricades sauvages, de checkpoints, de ces moyens de barrer l'entrée de certaines cités des quartiers nord de Marseille. Ces barricades sont constituées quelquefois de chariots, de rangées de chariots récupérés au supermarché le plus proche. D'autres fois, elles sont un peu plus solides, constituées d'encombrants ou de palettes récupérées à droite et à gauche. Et elles ont pour principal objectif de bloquer tout simplement ou de filtrer l'entrée à ces cités. On peut en trouver à Marseille dans les 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements, dans des cités comme les Oliviers A, la Castellane, la Paternelle, voilà, des cités qui sont quadrillées à l'entrée et à la sortie pour la plupart du temps et qui permettent de gérer tout simplement qui rentre et qui sort dans ces endroits. C'est ce qui avait été filmé aux Flamands en août dernier par Quotidien. Et là, la barrière, c'est eux qui choisissent qui la montent et qui la descendent ? Ouais. Mais après, c'est pour les voitures qu'on connaît pas. Genre, s'ils essaient de rentrer à balle, on les bloque. Donc c'est vous qui choisissez qui rentre et qui sort ? Après, c'est plus pour la police, ça, vous voyez, c'est quoi ? En fait, c'est comme le télépéage. Quand on dit filtrer, c'est pour interdire l'entrée à qui ? À la police, évidemment ? Oui, principalement, donc bien sûr à la police pour retarder leur intervention ou pour les bloquer le maximum le temps de cacher la drogue ou d'évacuer les personnes qui sont présentes sur le réseau de stupéfiants, mais également pour essayer de stopper ou d'anticiper au maximum l'arrivée ou la descente d'un réseau concurrent qui viendrait dans la cité, pour éventuellement un règlement de compte ou d'autres, mais en tout cas, voilà, ça a pour but principalement la police et les réseaux concurrents. À la Castellane, c'est carrément un mur qui avait été bâti. Oui, on a plusieurs phénomènes dans ce dossier du checkpoint. On a des chariots très simplement qui permettent d'être enlevés et retirés pour laisser passer une voiture très simplement. C'est le cas par exemple à la Castellane où on filtre l'entrée. Ça permet de pouvoir vérifier ce qui se trouve dans les voitures quelquefois, de pouvoir ouvrir le coffre d'une ambulance pour voir si un policier n'est pas caché à l'intérieur. Puis après, il y a des actions qui sont un peu plus pérennes dans des cités qui ont plusieurs accès, où on va carrément bloquer l'accès d'une voie, où on va y construire un mur comme on a pu le voir précédemment justement à la Castellane et qui avait fait pas mal parler. Mais ça va être aussi au-delà d'un mur, ça va être des palettes récupérées sur le bord de la route, sur un chantier voisin. Ça peut être ce type d'action. Et finalement, c'est ce type d'action qui est difficile à anticiper pour la police puisque c'est constitué de rien, de ce qui est trouvé sur la route. Donc c'est très compliqué de les empêcher de reconstituer immédiatement ce type de barricade parce que finalement c'est un matériel qu'on trouve partout et ça se fait assez rapidement. Puis ça a un coût aussi de débarrasser sans cesse parce que c'est sans fin en fait. Bien sûr, parce qu'en fait dans l'histoire finalement les deux principaux concernés pour mettre fin ou pour gérer ce problème des barricades sauvages ou des checkpoints, c'est donc la police, l'État, par son pouvoir de police qui doit agir pour empêcher l'obstruction des voies d'accès à ces cités, mais également les bailleurs sociaux qui sont les maîtres des lieux, on va dire, dans les cités. C'est à eux de porter plainte et surtout c'est à eux de fournir les bennes, les moyens de débarrasser tous ces encombrants. Et donc c'est vrai que pour les bailleurs sociaux ça a un coût, donc l'intervention pourrait être quelquefois plus rapide, mais il faut malgré tout que tout le monde puisse être coordonné au même moment pour pouvoir intervenir. Le discours de la préfète de police, c'est de toute façon, la police rentre quand même dans ces cités. Oui, c'est le discours de la préfète de police, c'est le discours également des policiers qu'on a pu interroger dans le cadre de ce dossier. Quand on veut rentrer, on rentre, c'est ce que disent les policiers en gros, mais c'est retardé, voilà. L'effet de ces checkpoints, c'est de retarder l'action, mais quand on veut rentrer quelque part, on rentre. La préfète insiste bien là-dessus, il n'y a pas de zone où les trafiquants agissent en toute impunité, il n'y a pas de zone de non-droit à Marseille. C'est assez cynique puisque finalement pour la préfète, pour revenir sur ses propos, ces checkpoints sont le fruit
d'un travail de police qui est réussi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une intervention quotidienne de la police, ces réseaux n'auraient pas besoin de se protéger et finalement ces checkpoints n'existeraient pas. C'est difficile à expliquer à un habitant que parce que la police fait bien son travail, ces checkpoints existent. Et les habitants se retrouvent en quelque sorte pris en otage dans leur propre quartier. Oui, c'était d'ailleurs le premier objectif de ce dossier, c'était de donner la parole aux habitants, à ceux qui vivent au quotidien dans ces quartiers qui sont concernés par les checkpoints, parce que finalement, c'est à eux que la vie est pourrie et c'est eux qui sont concernés par ce phénomène. Et le témoignage qu'on a pu récupérer, c'est que c'est compliqué de continuer à mener une vie normale quand on doit montrer patte blanche à chaque fois qu'on doit rentrer dans son quartier ou à chaque fois qu'on doit sortir, quand on doit recevoir quelqu'un, quand on doit recevoir des soins, une infirmière à domicile ou un ambulancier qui doit venir sur place. Et donc finalement, on n'ose plus ou on a honte alors que ce n'est pas normal d'avoir honte de le faire. Et donc c'était principalement pour donner la parole à ces habitants qui sont concernés qu'on a réalisé ce dossier. C'est difficile de les faire témoigner parce qu'il y a une certaine méfiance qui s'est installée dans ces quartiers, due à ces trafics de stupéfiants, due à ces réseaux, due à cet enclavement aussi également du quartier qui fait que aujourd'hui, il faut gagner la confiance d'un habitant pour pouvoir le faire parler, pouvoir récupérer son témoignage. Et les témoignages recueillis, ils sont très parlants parce que finalement, la première chose qui est dit, c'est mais pourquoi on n'arrive pas à agir plus facilement, pourquoi on n'arrive pas à intervenir plus facilement, pourquoi dans les 24 heures ou parfois même l'après-midi, après une intervention, ces barricades sont reconstruites. Pourquoi ? Voilà, c'est l'interrogation qui existe chez les habitants. Il y a cette idée d'impunité. Oui, bien sûr, oui. C'est notamment celui de la Paternelle, le checkpoint de la Paternelle qui existe depuis finalement pas très longtemps, mais qui est symbolique puisqu'il est situé en face de l'entrée du mine des Arnavaux, donc une voie passante qui est utilisée par des milliers d'automobilistes au quotidien, qui est situé à peut-être 1 kilomètre à vol d'oiseau du commissariat de la division Nord dans le 15e arrondissement. Et donc, c'est difficile pour les gens de comprendre comment ces barrières peuvent continuer à exister au quotidien, alors que des policiers ou d'autres forces de l'ordre passent devant cet endroit tous les jours. Donc, mais malgré tout, la préfète de police, donc Frédéric Camilleri, réfute cette notion d'impunité, voilà, et évoque justement son pilonnage quotidien de ces réseaux de trafic de stupéfiants pour permettre justement d'endiguer ce phénomène à la fois des réseaux et à la fois de checkpoint, puisque c'est lié. Ce que ces opérations permettent de faire, c'est surtout de restaurer un cadre de vie aux habitants avec l'enlèvement de ces encombrants qui servent de barricades. Nourdine Bougrine, vous êtes directeur de l'association Dune, qui travaille dans la médiation sociale. Vous côtoyez beaucoup d'habitants exaspérés. Écoutez, cette question-là des checkpoints, c'est une question que les médiateurs traitent assez régulièrement auprès des habitants. Parce que c'est vraiment la première chose auxquelles sont confrontés les médiateurs, ne serait-ce que dans l'accès de certains territoires. Et quand les habitants nous interpellent là-dessus, c'est souvent un ras-le-bol qui vient, une incompréhension, un sentiment aussi des fois d'abandon là-dessus sur cette question-là. Ça impacte considérablement leur quotidien. Mais bien sûr, ça impacte. En plus, vous avez différentes situations qui se présentent. Cette question-là n'est pas traitée, n'est pas vécue, n'est pas ressentie de la même façon suivant certains territoires. Certains où vous avez des réseaux qui sont relativement bien intégrés ou qui vivent, des fois, j'allais dire, en bonne intelligence, ou qui sont mieux intégrés, mieux perçus par les habitants. Mais il y en a d'autres dans lesquels c'est vraiment beaucoup plus compliqué et où il y a vraiment un ressenti fort des habitants là-dessus et une incompréhension forte. Et on sent vraiment les habitants qui n'en peuvent plus. Et ils le disent en plus, on ne comprend pas, ils ne sont même pas d'ici, on ne les connaît pas et ils viennent chez nous. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça qui crée l'exaspération au-delà du fait d'avoir 2-3 barrages, d'attendre l'autorisation. Je veux dire, il y a plusieurs choses. Il y a aussi ce qui est sous-entendu. Oui, non, mais c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Je dis, pourquoi ? Donc, pour certains, la coupe commence à être un peu pleine là-dessus. C'est d'autant moins accepté que ces guetteurs sont recrutés en dehors de la cité. Il y en a beaucoup qui ont externalisé. Et ça, c'est encore pire, parce qu'on ne sait pas. Quand c'est quelqu'un qui a grandi... plutôt une relation, il y a un vécu, voilà. Mais quand c'est des gens qui connaissent pas les habitants, et donc forcément la méfiance va entraîner un peu des réactions plus catégoriques, un peu plus violentes. Il y a aussi ça aussi qui vient amplifier ce sentiment de rejet. C'est devenu une habitude pour eux. Je sais pas si on s'habitue à ça.
Je pense qu'on a une capacité à résister aux choses. Je ne sais pas si on peut s'habituer à ça ou si on doit s'habituer à ça. Donc, si on s'habitue, le problème de l'habitude, c'est qu'après, ça rentre dans la norme. C'est révélateur d'une emprise grandissante dans certaines cités. Je pourrais pas dire révélateur d'une emprise, mais c'est la partie visible, voilà. C'est vraiment la partie visible. Et c'est peut-être, j'allais dire, je sais pas si ça peut choquer, mais c'est bien qu'on en arrive là, parce que sinon, est-ce que c'est pas ce type d'événement qui fait bouger les choses à un moment? À un moment, je veux dire, les situations qui sont chroniques, le problème c'est que c'est trop lent, c'est pas assez fort pour qu'on puisse à un moment le mettre comme étant une priorité, même si je le vois au quotidien, c'est vraiment un axe fort des politiques de sécurité ici, pour essayer de minimiser ou de réduire l'effet de ces trafics. Bande passante, l'info décryptée. Est-ce que ces checkpoints se multiplient, Rémi Simon-Pietri ? Alors, il y a deux phénomènes dans le checkpoint. Un phénomène qui est beaucoup plus ancien, qui existe pratiquement avec l'arrivée des trafics de stupes dans ces quartiers. C'est celui de bloquer l'accès à un immeuble, de bloquer l'accès à un ascenseur, à des escaliers, pour pouvoir protéger le guetteur, pour pouvoir protéger le vendeur, le réseau. Donc ça a toujours existé. Mais le phénomène plus récent, donc les policiers ou les différentes personnes amenées à intervenir sur ces cités, date peut-être de 2015-2014. C'est vraiment ce phénomène de checkpoint à l'entrée des cités, c'est-à-dire un barrage physique. Ça, c'est assez récent finalement dans l'histoire. Ça montre un durcissement bien évidemment des relations, mais de toute façon le durcissement il est quantifiable par le nombre de règlements de compte qui augmente d'année en année, par les réseaux qui se multiplient dans chacune des cités, donc par finalement une visibilité aussi qui est accrue sur ces réseaux. On trouve régulièrement des tags permettant de mener à des points de deal. Là aussi la préfète de police indique qu'elle essaie d'agir là-dessus, que de nombreux tags ont été effacés au cours de l'année pour justement éviter d'indiquer ces réseaux de stupéfiants. Mais finalement voilà, il y a tout un phénomène qui fait que ce phénomène prend de l'ampleur et que les réseaux prennent de l'importance et finalement quand ils prennent de l'importance, ils essaient de se protéger. Est-ce que ça devient une pratique qui se généralise dans Marseille, autour de Marseille, ou est-ce que c'est circonscrit à quelques grandes cités, gros points de deal ? Déjà, ça n'existe pas dans toutes les cités de Marseille, voilà, il faut le préciser. C'est un phénomène qui existe essentiellement dans ce qu'on appelle les quartiers nord, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement. Et ça existe pour les plus gros réseaux, en tout cas. On s'aperçoit que c'est également dans les cités dans lesquelles c'est le plus difficile d'entrer. Donc c'est-à-dire que quand on met un checkpoint, c'est ce que dit notamment Samia Ghali dans les solutions à apporter pour lutter contre ce phénomène, c'est que si on bloque l'accès d'une cité, c'est qu'on sait qu'il n'y a qu'un accès, qu'une sortie. Donc finalement, c'est assez facile à bloquer. Donc la maire adjointe à la ville de Marseille évoque un nécessaire désenclavement de ces cités. Et donc il y a Lionel Royer-Perrault également, donc maire de secteur des 9-10 et surtout président de 13 Habitat, bailleur social qui est concerné également dans certaines de ces cités par ce phénomène de checkpoint. Lui préconise plutôt une présence policière au quotidien. Le désenclavement finalement serait intégré par les réseaux de trafiquants de stupes et ces personnes-là trouveraient d'autres moyens finalement, se réorganiseraient automatiquement comme ils l'ont toujours fait. Et donc finalement lui il prônerait pour cette force d'action républicaine qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, pour avoir une présence au quotidien des forces de l'ordre, CRS ou police nationale dans les cités pour permettre de lutter contre ce phénomène justement. Un phénomène qui ne se limite plus aux cités les plus enclavées, selon Nourdine Bougrine. Avant, il y avait des architectures, je pense, qui se prêtaient à. Maintenant, on construit, quelle que soit l'architecture. On construit. Les réseaux mettent en place ce type de fonctionnement, quelle que soit l'architecture. On retrouve la même logique. La même logique de barrage, de contrôle. Après, ça nécessite d'autres moyens. Après, nous, sur l'action qui est la nôtre, il y a des habitants qui sont très remontés là-dessus, mais beaucoup commencent un peu à essayer de reprendre la situation, et c'est un peu l'objectif qui est le nôtre là-dessus, c'est de maintenir un lien qui va permettre aussi de favoriser des dynamiques saines sur le territoire. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un quartier ? On doit retrouver des enfants qui doivent jouer, on doit retrouver des habitants qui descendent, qui s'approprient l'espace public, et qui, forcément, à un moment ou à un autre, vont faire bouger cet environnement nocif. Nous, on est dans le champ de l'intervention sociale. Souvent, on nous pose la question, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres ? Les autres, c'est pas notre mission. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser le quotidien d'un quartier résumé à la vie du réseau. Voilà. Et c'est dans ce sens-là où je pense qu'il faut donner
un axe fort dans les actions à mener. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, merci à nos interlocuteurs d'être passés par bande passante et à très bientôt pour un nouveau podcast hebdo de décryptage de l'actu provençale. En attendant, l'enquête de Rémi Simon-Pietri est toujours en ligne sur laprovence.com.